Welcome to the Wombs of the World podcast. My name is Charlotte. I am your founder and host, and here we explore how culture is dynamic and birth is universal. Today's episode is actually going to be in French. Bienvenue au Wombs of the World podcast. Je m'appelle Charlotte Briel. Je suis la fondatrice de tout ce qui a à voir avec Wombs of the World. Et aujourd'hui, notre invitée est l'incroyable Mama Camille, qui nous rejoint de la Colombie, mais qui va bientôt revenir vivre en France. Est-ce que tu veux bien t'introduire à tout le monde qui nous écoute? Avec plaisir, Charlotte. Merci de me recevoir à ton micro. Je suis très honorée et très, très, très heureuse de rentrer un peu plus dans la communauté Worm of the World que je suis avec grand intérêt depuis des années. Moi, je suis Camille. J'ai 36 ans. Je suis basée aujourd'hui en Colombie avec mon compagnon et mes 3 petites filles depuis 15 mois maintenant. On explore ce pays, on le parcourt du nord au sud, de l'est à l'ouest, des Andes au Pacifique, de l'Amazonie au contrefort des Andes. C'est vraiment passionnant. Pourquoi? Parce que je suis doula de formation, doula depuis maintenant 8 ans. Je me suis formée au moment de ma première grossesse, qui n'a pas vu naître un premier enfant malheureusement, mais première grossesse qui a été très, très importante dans mon parcours avec la perte d'un bébé à 12 semaines de grossesse apprise donc sur la première écho, alors même que à 10 semaines, on avait pu faire une écho de datation et que tout allait a priori bien. Et donc j'ai vécu voilà cette nouvelle comme un énorme choc, d'autant que j'ai trouvé qu'elle avait été très mal gérée par l'échographiste qui nous avait accueillis ce jour-là. Vraiment, tu sais, le type de violence obstétricale que tu veux pas vivre pour rentrer dans ta maternité. On était vraiment tout naïfs avec mon compagnon, on n'avait eu aucun problème de santé jusqu'alors, ni l'un ni l'autre, aucun parcours laborieux de conception. Donc on a été vraiment mais comme jetés dans une arène aux fauves, quoi. Et en gros, il m'a fait cet écho un vendredi à 15h. Il a posé l'appareil sur mon ventre, il m'a regardé comme ça. Ah bah il est mort. Voilà, littéralement. Et il m'a dit bah écoutez, moi je dois partir en week-end, mais ce que je vous propose de voir, c'est s'il part naturellement, tant mieux. Et sinon lundi, bah vous appelez votre gynéco et puis vous devrez convaincre ou voir avec lui, hein. Mais je vous conseille quand même d'aller vers l'aspiration parce que ça va plus vite. Voilà. Et je prends ça dans la tronche à 15h un vendredi. Je ne sais même pas de quoi il me parle. Je suis évidemment défaite, en larmes. Enfin, imagine. Et puis toutes les questions qui se posent, de confiance en son corps, de mais pourquoi mon corps m'a envoyé aucun indice, et pourquoi nous, et pourquoi le premier, et pourquoi, enfin bref. Et je pense que ça a été le fondement derrière beaucoup, beaucoup de choses de mon parcours. Bien qu'aujourd'hui, dans ma posture professionnelle, je fasse très, très attention à pas mélanger mon vécu personnel avec ce que mes clientes, mes accompagnées et toutes les familles que j'accompagne peuvent vivre. Ça, je pense que c'est très important peut-être à redire aujourd'hui aussi. C'est une chose que de vouloir se former pour soi-même, et puis c'en est une autre de se former pour ensuite accompagner des naissances respectées. Donc voilà, aujourd'hui, je peux te dire avec beaucoup de bonheur et d'apaisement après 8 ans, que j'ai pu cheminer, on va dire, en même temps. Tu vois? À la fois, bien sûr que ça m'a fait un bien fou personnellement, et maintenant avec le recul, l'expérience, je fais très attention aussi à pas, tu vois, calquer mes envies à moi, un sentiment de revanche que je n'ai absolument pas d'ailleurs envers la médecine occidentale. Mais enfin voilà, tu vois, je fais vraiment très attention dans cette posture. Tout ça pour te dire et pour me présenter en quelques mots que du coup, ça fait 8 ans que je suis doula, que j'accompagne des dizaines de couples à travers les continents, donc entre l'Europe, où je suis basée quand même la plupart du temps à Paris, et maintenant l'Amérique latine, où j'ai la chance d'accompagner des gens depuis la Colombie jusqu'en Équateur, au Mexique, au Guatemala, aux États-Unis aussi, avec la plupart du temps des couples qui sont binationaux et qui demandent un accompagnement dans les 2 langues, voire les 3 langues, anglais, espagnol et français. Et on va rentrer à Paris de nouveau en janvier 2026 et je reprendrai mes activités de doula 100% ou quasi en France. Voilà, en quelques mots. Ouais, bah, merci. Je pense que bah, tu as déjà touché sur des sujets qui sont extrêmement importants, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui rentrent dans ce domaine après une perte.
et c'est soit ou j'en parlais avec des autres doulas pendant la conférence à Berlin. On expliquait comment on a trouvé ce métier et c'était soit la perte d'un parent ou d'une amie ou quelqu'un de proche d'eux ou la perte, d'une grossesse et je pense que ça nous indique seulement que la naissance, c'est la même porte. C'est les mêmes Mmh, portes et en tant complètement. que doula, on est là pour ça et c'est aussi c'est tellement important ce que tu viens de dire que tu as pas d'agenda, que tu es pas en train Mmh, de de prendre ta revanche sur quoi que ce soit et ça aussi, c'est extrêmement important et je me souviens dans mon training de doula aussi il y a 8 ans, je l'ai fait en 2017, c'était oui, 2017. Il y avait un tiers de la classe qui avait des accouchements magnifiques. Elles voulaient rester dans le milieu de la naissance à cause de ça. Il y avait un autre tiers qui avait des accouchements super traumatiques. Elles essayaient de faire quelque chose à propos de ça pour que les autres femmes n'aient pas la même expérience. Et puis l'autre tiers qui avait pas encore d'enfants, qui est un comme moi, qui était juste là pour apprendre et soutenir et accompagner les femmes. mmh. Et donc ça fait 1 an et demi maintenant que tu es en Colombie? Exactement, ça fera 1 an et demi au total et c'était le projet qu'on avait. On n'est pas expatriés, tu vois? C'est vraiment un investissement de notre part. On a délocalisé quelque part notre D'accord. famille et nos activités, respectives, en Colombie. Ce qui me permet moi, à la fois d'avoir encore, le lien avec mes clients, que j'accompagne en Europe, mais surtout de voyager ici. Et donc le point de départ vraiment de ce grand voyage, ça a été d'aller à la rencontre des communautés ancestrales qui préservent les savoir-faire ancestraux autour de la naissance. Et on a eu cette immense chance de pouvoir le faire, bah, parfois que tous les 2 quand, mes parents ou mes beaux-parents sont venus nous rendre visite, ou tous les 5, voire toute seule. Et donc j'ai eu la chance de partir dans des communautés très variées, très diverses, avec lesquelles j'avais déjà des liens au préalable ou avec lesquelles on m'a mise en relation. Et donc du Pérou jusqu'au Mexique, on a beaucoup voyagé, cette dernière année et demie et c'est, d'une richesse inouïe, tant professionnellement que personnellement, tu t'en doutes. Oui, Toi bah, qui connais, exactement. heu Ouais, c'est l'idée de nos voyages aussi, d'aller directement à la source et d'être entouré par des femmes qui sont vraiment toujours en train de pratiquer d'une manière ancestrale parce que, ouais, la médication de la naissance, ça nous déconnecte tellement de tout. bah, ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tu vois, la bonne nouvelle aussi en vivant, dans un pays aussi ancré comme la Colombie, qui est, incroyablement, développé en fait. C'est ce que je dis tout le temps à mon compagnon, je dis: «Mais c'est fou comment on a pu dire de ces pays qu'ils étaient sous-développés, quoi. Comment on a pu à ce point considérer une fracture nord-sud, notamment sur la médecine, quand je vois à quel point aujourd'hui et même dans la ville, parce qu'aujourd'hui je suis basée, principalement quand même à Medellín, qui est considérée, tu vois, presque comme la Silicon Valley de l'Amérique du Sud. Et je peux encore te témoigner d'expérience, la semaine dernière avec, des familles que j'accompagne ici. Ils se posent pas la question de mélanger les 2. Tu vois? C'est presque une absurdité pour eux de faire une dichotomie entre médecine occidentale et médecine ancestrale. Ça fait tellement partie de leur héritage, de leur, vision du monde qui est beaucoup, beaucoup plus ancrée, avec, l'environnement proche, avec les plantes qui les entourent, avec, les éléments, tu sais, d'aller, faire, quasiment un rituel, dans la rivière, à côté de chez toi, même si tu es en ville, tu vois? Medellín, il y a 4 500 rios. Bah, c'est pas rare que je vois une femme qui me dise: «Bah, allez, avant d'accoucher, j'ai besoin d'aller faire un, tu vois, un dernier lavement dans la rivière qui m'a vue naître». Enfin voilà, elles ont un ancrage au territoire qui est beaucoup, beaucoup plus fort, c'est en tout cas ce que j'observe, hein, dans une clientèle qui est pourtant citadine. Et je trouve que c'est très beau de voir comment dans des villes très, ce que j'appelle développées, hein, même si c'est des concepts très, capitalistes, mais justement de voir comment ces questions se posent presque pas, en fait. Tu vois? Quand je leur dis: «Mais vous avez appris les plantes médicinales, comment tu sais que tu vas aller chercher telle plante au marché?» Parce que nous, enfin, moi j'ai dû l'apprendre depuis 8 ans, mais elles le font quasiment instinctivement avec les abuelas, les tias, les primas, enfin, elles se refilent ça de génération en génération. Et après, il faut pas l'idéaliser non plus, hein. Il y a aussi des gros trous, il y a aussi des grosses amnésies, il y a eu aussi un conflit armé qui est passé par ici, enfin, voilà, tu vois? Il y a aussi énormément, énormément d'enjeux, hein, en Colombie et dans d'autres pays d'Amérique latine qui nous entourent évidemment. Mais je dois dire que c'est un grand bonheur d'exercer ici, aussi pour ça, tu vois? On n'est pas du tout vues comme des sorcières. Jamais, 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 mais jamais j'ai eu à expliquer mon métier, tu vois? Bah, oui, ça c'est Jamais. sûr On est et puis beaucoup en plus France, c'est connus, en fait. bah, oui et mais aussi moi ça fait 2 ans que je suis de retour à Paris et ça fait seulement 7 ans, 8 ans que je suis doula et donc ici je suis
constamment en train de l'expliquer aux gens. J'ai essayé d'expliquer mon métier, j'ai essayé d'expliquer Moons of the World et c'est la première question, c'est: «Bon, est-ce que tu sais ce que c'est une doula?» Et la plupart des gens, voire 99 des gens n'ont aucune idée. Et ça parle énormément de la culture ici autour de l'expérience de devenir maman. Je voudrais bien savoir, parce que tu vas revenir bientôt ici, c'est quoi ta vision pour comment introduire ce que tu as appris en Amérique du Sud avec ta clientèle parisienne? Je pense que déjà, je vais complètement revoir mon rapport au temps et ça Mmh. paraît peut-être complètement idéaliste, mais je te promets que s'il y a bien une chose que j'ai apprise ici, c'est que le temps n'a pas du tout la même valeur et tu me le confiais tout à l'heure dans l'échange introductif qu'on avait. Les parteras traditionnels ne réfléchissent pas du tout avec la même échelle de temps que nous. On n'a pas cette même notion d'efficacité, de performance à outrance, de FOMO presque, excuse-moi l'anglicisme, de fear of missing something, ça veut dire, voilà, d'avoir sans cesse peur à Paris. Tu le vois beaucoup, quoi, ces agendas qui On sont est ouais, on blindés, est très les femmes qui te calent le rendez-vous doula entre la poire et le fromage, entre 17h et 18h30. Il faut vite revenir ensuite. Non, en fait, tu vois, moi, je pense qu'un des plus gros enseignements que j'ai là dans ma pratique professionnelle, c'est de me dire, OK, ce que tu peux rapporter comme chance d'expérience aux gens que tu vas accompagner en 2026 et adelante, c'est vraiment de reconsidérer l'importance du temps, l'importance d'intégration, de préparation, de ritualisation qui se mesure presque pas en fait, tu vois. On n'est plus dans des normes quantitatives comme on peut avoir eu l'habitude nous, de vivre depuis qu'on est toute petite. Enfin, tu le sais quoi, depuis le système éducatif qui nous norme, qui nous met dans des petites boîtes, qui nous demande de saucissonner les choses. La plus grande richesse franchement que j'ai appris ici, c'est que ce temps a une valeur énorme et qui te permet vraiment d'intégrer les choses, de le vivre, que ça transcende tout et que du coup ça déteigne dans ta façon de vivre en famille, dans tes relations amicales, dans ton autocuidado, donc dans ton la façon dont tu vas prendre soin de toi-même. Et que du coup mon accompagnement de doula quand je reviens à Paris ne soit pas juste une petite brique comme ça qui fait du bien une fois par mois pour se rassurer qu'on est bien sur le bon chemin, qu'on va checker la to-do list du projet de naissance. Non! Non, une démarche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, beaucoup plus enveloppante et j'espère qu'ils nous suivent tout le long de la vie derrière. Je pense que, ouais, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai appris ici. Et je sais aussi depuis que je suis là, le système de la naissance vraiment parce que c'est tellement systématique en France. Pour moi, c'est tellement intéressant à quel point les Français, ils adorent aller chez le docteur. Genre chaque fois que quelqu'un est un petit peu malade, c'est genre: «Tu es allé voir ton médecin, tu veux toi genre va sur Doctolib, va voir un médecin» et moi en tant qu'américaine, je vais jamais voir un médecin parce que je sais pas combien ça va me coûter, c'est tellement compliqué avec l'assurance, tout ça. Et donc puisque la médecine ici est gratuite et puisque la doula ne l'est pas, la doula ne fait pas partie du système, hem, c'est comment toi tu introduis l'idée de la doula ou de ton travail aux femmes ici? Eh ben, écoute, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à ma harpe. Comme j'ai dit, je suis harpiste, tu sais, de formation. Et J'adore. je pense que ce qui plaît, c'est justement que j'apporte toute une palette de services qui peut plaire à un moment ou un autre, aux couples qui s'identifient, voilà. Donc il y en a qui vont venir par le massage, d'autres qui vont venir par le rituel, d'autres par le travail que je fais dans l'eau. Je travaille Mmh. énormément sur le mouvement dans l'eau pour la préparation du corps à la grossesse et la préparation de l'esprit évidemment puisqu'on touche à tout, hein, dans l'eau. Je travaille sur les plantes médicinales, je travaille sur la cuisine, responsable et la cuisine vivante. Donc pour se reconnecter, tu vois, à une alimentation vivante et c'est pas que pendant la grossesse, ni même que pendant le postpartum, c'est ça transcende tout encore une fois, tu vois? Et donc les couples qui viennent vers moi vont venir souvent par une de ces cordes-là et je pense que ça permet aussi de démystifier un peu le truc, tu vois? Que non, tu pas obligé de prendre une doula, pour que ça te coûte des milliers d'euros. Non, bah, si tu veux faire une seule séance ou 2, c'est déjà génial. C'est une ouverture en fait très complémentaire de ce que tu peux recevoir avec, un médecin, une sage-femme, en cabinet classique français, on va dire. Hem Et du coup, honnêtement, j'ai pas besoin de rabâcher assez vite les bienfaits. Je pense que quand tu parles d'émotion, de bien-être, de connexion dans le couple, dans la famille, ça parle. Honnêtement, Absolument, absolument. Il y a pas une seule personne avec qui j'ai parlé, je raconte ce que c'est une doula qui me dit que c'est une mauvaise idée et qu'elle le voudrait pas.
Mais c'est juste tellement dommage qu'il y a de ce que je comprends ici, parce que moi, je suis toujours en découverte de où est la place pour les doulas ici en France, parce que la plupart Mmh. des hôpitaux à Paris n'acceptent même pas les doulas. Donc Non, non, non. ça m'a choquée. La dernière fois que j'ai accompagné une maman, son docteur m'a interdit de venir et Mmh. ça m'a C'est dingue. tellement, tellement choquée et donc j'ai aussi l'impression qu'il y a cette je dirais pas une guerre, mais comme une compétition entre les sages-femmes et les doulas, où les sages-femmes ont l'impression que les doulas vont les remplacer. Mais c'est pas comme nous on sait, c'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. Absolument pas. Ben, au contraire, on a tellement à faire ensemble et honnêtement, les sages-femmes qui sont convaincues par la physiologie, au contraire, elles sont ravies qu'on soit là. Je peux te dire de toutes les expériences que j'ai, au contraire. C'est vraiment un argument pour elles. Elles ont, du coup une autre vision, un binôme qui n'est pas médical, sur lesquels elles peuvent s'appuyer, qui vont leur faire gagner du temps, la décontraction du couple, enfin, au contraire, vraiment, de mon expérience, tu sais, le métier de sage-femme, il est très protéiforme. Hein, tu sais même qu'en France, une sage-femme de cabinet en libéral n'a rien à voir avec une sage-femme qui pratique des naissances toute la journée. Enfin bref, donc je pense que chacun, dans notre posture d'humilité, on a tout à gagner à mélanger nos métiers, à mélanger nos visions du monde. Et le plus important, est-ce que c'est pas juste le couple? Moi, je pense qu'il faut se remettre là, au consentement du couple, en fait. C'est à eux de choisir, d'élire l'équipe qu'ils ont envie d'avoir autour d'eux et je pense que ça, on l'a un peu oublié, sous prétexte, tu vois, de monitoring, de données quantitatives, ultra processées. On a un peu oublié de remettre au cœur des questions le couple et la femme qui est en train d'accoucher. Posons-lui la question à elle et le plus important, ce sera déjà, tu vois, d'être, en accord avec ça et après on commencera à se dire: «Bah, attends là, peut-être que ce serait chouette que, tu n'interviennes pas à ce moment-là, mais à l'autre», et si déjà on en était là, ce Ouais, serait c'est sûr. génial, tu vois? Ce que j'appelle moi ici et ce que les parteras traditionnels appellent l'harmonisation. Même entre elles, si tu veux, sans même qu'il y ait un lien hiérarchique entre elles, en fait, c'est des humains qui vont interagir dans un moment qui cristallise énormément de choses émotionnelles, spirituelles et aussi bien évidemment physiques. Mais si tu veux, pour elles, le physique passe presque à l'arrière-plan. Donc elles disent toujours quand on rentre dans une salle de parto, d'accouchement, elles s'harmonisent entre elles. Et il y a pas d'histoire de, moi j'ai 40 ans de bouteille et toi, tu une débutante, ou, toi tu une doula, sur le chemin de la parteria qui est vraiment mon chemin aujourd'hui. Tu vois, jamais elles m'ont regardée de haut, jamais il y a eu cette espèce d'ego et je pense que justement il y a il y a peut-être une réponse là-dedans, c'est l'ego quoi. On en Oui, vient c'est clair. à qui pourra dire qu'il a fait le plus de choses et voilà. Après, il y a des limites évidemment à ne pas enfreindre. On n'a pas, nous, de compétences médicales quand il s'agit de gérer des urgences et je pense que là-dessus, c'est quand même important de le rappeler à nos consoeurs, de pas déborder parce que malheureusement, il y a des abus comme dans tout et c'est ce qui fait qu'après, d'un épiphénomène qui était une exception de l'exception de l'exception de la minorité, on en fait un pataquès et ça devient l'exception qui confirme la règle et qui malheureusement fait qu'on n'arrive pas à discuter entre nous, tu vois? Voilà. Voilà et Mais c'est ça le c'est encore problème. une fois la responsabilité de chacun, tu vois? Dans les 2 sens. Dans les 2 sens et là, on vient de vivre un drame à Medellín avec une partera traditionnelle citadine, qui accompagnait une famille avec toutes les informations en leur possession. Le bébé était, en présentation en siège et le bébé est décédé au moment de la délivrance ou en tout cas dans les dernières minutes, de la traversée. C'est terrible et évidemment, les médecins ont récupéré ça. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu vois, d'une naissance tragique qui, peut-être n'aurait même un décès qui n'aurait même peut-être pas pu être évité à l'hôpital parce que la maman voulait absolument une voix basse et cetera. Eh bien, c'est un déferlement de haine contre cette partera en ce moment à Medellín et d'une exception, on est en train d'en faire la règle de: «Mais comment est-ce possible d'accoucher à la maison, dans une ville développée qui vous apporte des hôpitaux à moins de 10 minutes de route?» Et on a vu passer des choses sur les réseaux, qui sont vraiment délétères pour notre travail. Mais je pense que c'est la responsabilité de chacun, toujours pareil, d'utiliser aussi ces réseaux comme une caisse de résonance qui soit mesurée, et qui soit pas là pour amplifier des phénomènes minoritaires. Tu connais bien ça en tant qu'américaine, tu sais combien, tout ça peut manipuler des masses. Sur mon compte, je vois là, tu vois, j'ai beaucoup communiqué sur le placenta ces derniers temps
Et ça m'a amené, des auditeurs et followers qui sont à la limite, du complotisme, qui sont absolument pas, mes pensées à moi, tu vois? Et c'est très dangereux du coup. C'est très dangereux parce que moi je me suis posée juste en investigatrice. Voilà, sachez que moi je vois ça dans ma pratique et en l'occurrence je parlais du trafic de sang de cordon et du trafic de placenta, qui est une chose avérée. On pourrait me dire, j'ai besoin de tes sources, c'est très délicat, c'est des choses que je vois moi dans ma pratique, avec, tout simplement, des cordons coupés très vite, des seringues, qui viennent, prélever le sang du cordon alors qu'il bat encore. Enfin, j'ai vu vraiment des scènes, et on m'en rapporte tous les jours ici en Colombie. J'ose espérer que ça n'existe plus en France, depuis la loi de protection contre le trafic d'organes, mais tous les jours, j'ai encore des gens qui m'écrivent et si tu veux, ça amène un public jusqu'à l'extrême. On peut plus avoir confiance en rien, les médecins nous volent, ils se font de l'argent sous notre dos. Mais non, enfin, moi, je m'inscrirai jamais en faux de la médecine quand elle sauve des vies, quand elle prend en charge des patients avec humanité, avec sérieux, avec esprit, tu vois, d'entraide et de communauté. Je trouve ça génial et c'est la super bonne nouvelle aussi que je voulais t'apporter au micro aujourd'hui, c'est que ce que je vois ici, à l'échelle des couples que j'accompagne et donc pour lesquels cette dichotomie, tu vois, monde occidental et monde, on va dire plus traditionnel n'existe pas, parce que c'est le fruit d'une colonisation qui est finalement très récente, tu vois, à l'échelle de leur pays. Eh bien, je la retrouve dans ma pratique de doula et dans le monde dans lequel j'évolue, qui est certes un peu biaisé, hein, le monde des partenaires traditionnels, où elles sont très demandeuses de s'intégrer avec le système de santé pour le meilleur des couples. Elles sont pas, si tu veux, dans une négation, au contraire, elles sont hyper reconnaissantes du fait qu'elles ont un taux de mortalité qui a énormément baissé. Je pense à la région du Choco, qui est la région du Pacifique colombien. Mais heureusement que l'avion est arrivé pour amener des cas graves en 45 minutes dans une ville dotée d'infrastructures qui te réalisent une césarienne d'urgence. En fait, jamais j'ai entendu une partera me dire: «Ah non, mais c'est une catastrophe, tu vois, la médecine occidentale, nous a fait perdre en qualité de vie». Non! Elle dénonce des violences, elle, de travail et des violences obstétricales, mais en aucun cas le progrès médical en tant que tel. C'est Et juste ça, je les pense, humains et qui ça, sont je pense derrière. que c'est tellement, tellement, tellement important ce que tu dis et que c'est pas compris dans ce qu'on fait. Parce que, par exemple, même moi, on me parle toujours que ou je pense que les gens pensent que je suis contre les hôpitaux, que je suis contre les médecins, que je suis con et c'est mais non, pas du tout. C'est magnifique la médecine. Comme je dis en anglais, like evidence-based care, c'est le plus important. Mais pour et je pense que c'est ça en fait en Occident en Europe, aux États-Unis, dans l'Occident, c'est ça le pont, c'est ça la doula. C'est la doula qui vient et qui peut relier, heu, Les mais mondes, on ouais. ouais, on relie les mondes, le monde de la culture, hem, de la cérémonie de la naissance et le monde médical parce que les deux peuvent travailler ensemble et c'est ça ce que tu vois en Colombie et c'est tellement cool. Monde, je me place en médiatrice, c'est-à-dire qu'en gros, je les aide à amplifier leur voix quand il faut et à l'inverse, il faut vraiment pas nier, tu vois, cette autre circulation d'informations. Les médecins Absolument. ont besoin de communiquer, les sages-femmes, il y a des normes effectivement pour vérifier que, on est bien pris en charge et ça fait partie quelque part de l'accord tacite qu'on prend quand on décide d'accoucher en hôpital et donc je me place en médiatrice dans l'autre sens aussi et franchement ça marche. En fait, quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait avec professionnalisme, avec bon sens, c'est très, très rare que je vois des cas qui soient dysfonctionnels. Si c'est dysfonctionnel, c'est parce que justement une de ces 3 conditions n'est pas réunie, parce qu'il y a un ego qui va être plus fort, parce qu'il y a une peur qui va être plus forte. Mais quand on fait une belle Ou préparation, de mon expérience, franchement, elles ont énormément de liberté entre les mains. Les médecins se sentent vraiment rassurés. Moi, tu sais, là, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que là, je vois même des cliniques privées qui me contactent. C'est vraiment l'archétype du tu vois, on est vraiment au si on essaye de faire un un arc-en-ciel des couleurs, on pourrait dire: «Ah là là, c'est le plus strict». Puis en plus, tu sais, on a tendance à caricaturer en France, à dire vraiment les cliniques aujourd'hui sont gérées par des obstétriciens, tu sais, qui, vont caler des césariennes d'urgence ou des césariennes de confort pour ensuite pouvoir partir en week-end. Enfin, j'entends des mots, moi, si tu veux, extrêmement, extrêmement, moi aussi. généralisants et violentants aussi, tu vois, de leur métier et de leur professionnalisme. C'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui m'appellent pour me dire: «Camille, on a quelque chose à faire sur le postpartum et on ne le réussit pas et En on a un France, on océan t'appelle. devant nous». Oui, oui, là, quand je vais rentrer, je Génial, vais lancer un génial. projet avec une clinique privée d'un arrondissement dit UP, de la capitale et
tu vois, si tu en parles à des doulas, qui sont, tu vois, un peu à fond dans le: «Ah non, mais on n'arrive pas à collaborer», elles trouvent que c'est une aberration. Elles me disent: «Mais comment tu peux te mettre comme ça dans une, clinique privée?» Je dis: «Mais au contraire, est-ce que c'est pas notre mission de faire dialoguer les 2 mondes, de prendre le meilleur de ce qu'on a appris nous sur des médecines ancestrales avec le meilleur de la médecine qui, il faut pas le nier non plus, à un moment, on a tellement martelé des choses aussi dans la tête des femmes que quand tu leur dis, qu'il existe l'option d'une césarienne de confort, il y en a à qui ça va très bien, tu vois? En fait, faut aussi respecter ça, tu vois? Voilà, c'est en fait, le truc, c'est d'avoir des options et pouvoir choisir l'option qui te convient le mieux. Et c'est ça ce qu'on devrait faire Complètement. en tant que doula, c'est pas avoir notre propre agenda. Et c'est ce que tu disais au début, mais je pense que Exactement. c'est là et c'est en fait, ça, c'est un problème qu'on voit dans tous les domaines partout. C'est les gens qui sont tellement attachés à leur idée qu'ils peuvent plus entendre l'idée de quelqu'un d'autre et c'est là où on a trop de divisions, on a des guerres, il y a juste tellement de violence dans le monde parce qu'on a perdu le pouvoir de communiquer proprement et ça, c'est un pouvoir, ça, c'est un don et c'est évidemment un don que tu as, le don de la communication et donc je te félicite. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus à propos de ton projet à Paris. Quelque chose qui est très important pour toi, c'est les connaissances ancestrales. Mmh, complètement. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire même? Oui, et ben, écoute, c'est un concept très, très large, hein, évidemment, parce qu'en plus, il est en cours, si tu veux, de ici, tu sais, en Amérique latine et d'ailleurs dans tous les pays dits du Sud, qui sont encore une fois des concepts très coloniaux, mais ces cultures-là ne sont quasiment pas documentées. Ce sont des cultures de l'oral, de l'oralité, des choses qui ont été transmises de bouche à oreille depuis des générations, souvent par la matriarche du village, la matrona, la partera ou jusqu'à, les curanderos. Souvent, ce sont des hommes, les taïtas, qui transmettent leur sagesse ancestrale. De quoi il s'agit? Ils disent souvent, eux, de «ma médecine». Tu vois? La medicina pour eux. En fait, c'est très large. Ça peut être la médecine des plantes, la médecine du mouvement, la médecine de l'eau, la médecine de certains champignons, de certains rituels avec des tissus. Je pense, notamment au chumbe, au chumpi, au fara, au rebozo, et ils vont lui donner un nom générique de la médecine. Et d'ailleurs, ils disent souvent: «À toi de trouver la médecine qui t'appelle». C'est rien d'autre pour eux qu'une sagesse ancestrale qui leur vient souvent des ancêtres, qui leur vient aussi du lien qu'ils ont pu développer avec la nature et du coup, avec laquelle ils ont eu beaucoup, beaucoup plus d'expérience que nous pour se soigner déjà, soigner ensuite leur communauté proche et puis la communauté plus élargie. Je pense que ça, on pourra réinsister beaucoup là-dessus ensemble et je pense que tu t'en es convaincue par tes voyages. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup plus en communauté. Mmh. Donc quelque part, à une échelle assez locale, ils ont une sorte de laboratoire, tu vois? Comme ils vivent beaucoup plus ensemble, ils peuvent aller proposer à la voisine de tester telle médecine, à, telle tante de tester telle autre et voilà, c'est comme ça que se construit, une sorte de savoir-faire ancestral, et on est vraiment qu'au début là, tu vois? Pour te dire, il y avait une exposition qui a beaucoup fait parler d'elle au musée d'art moderne de Medellín, qui vient de se terminer sur la coca. La coca qui n'est rien d'autre qu'une plante médicinale ancestrale. On l'appelle ici abuela coca, au même titre qu'on appelle le tabac abuelo tabaco, comme les protecteurs, tu sais, des jardins traditionnels, les chagras qu'on appelle en fait finalement les sortes de potagers traditionnels de médecine ancestrale, tu vois? Et en fait, ben, on l'a diabolisée cette plante. On l'a diabolisée parce que le monde occidental a déboulé, l'a transformée avec tout un tas de chimie pour en faire une drogue et pour aller jusqu'à des extrêmes qui sont absolument contre les usages originels de cette plante, tu vois? Et c'est passionnant. Moi, je me documente énormément sur la coca, comment elle est utilisée d'ailleurs, alors pas souvent en prénatal ni pendant l'accouchement même, mais parfois, suggérée quand même en postnatal pour, la récupération. Bah, oui, c'est Et sûr. c'est passionnant de voir comme on a fait des amnésies, enfin, j'en discute avec beaucoup de gens ici. C'est une plante qui a beaucoup, beaucoup souffert et ça n'arrive qu'aujourd'hui que le monde scientifique s'y réintéresse d'un autre angle. Quand je dis aujourd'hui, c'est une quarantaine d'années en fait, mais c'est rien à l'échelle de l'humanité. Quand tu Ouais, c'est regardes les sûr. communautés traditionnelles de Bolivie, du Pérou, qui ont des feuilles de coca pour supporter l'altitude, les parteras qui en prennent pour se donner des forces pendant un accouchement, et pour elles, c'est vraiment une plante qui vraiment fait partie de leur cosmogonie. Tu te dis: «Mais tu vois, à quel moment on a débranché un truc quoi pour
Et on y revient comme maintenant pour avoir des écrits scientifiques qui, ça y est, redonnent leur lettre de noblesse à ces savoir-faire ancestraux. Donc pour te répondre, moi, je vais être très attachée à ça, à comment faire des ponts entre ces médecines qu'on a amnésiées et qui pourtant ont vraiment fait partie des bases du bien-être de l'humanité pendant des milliers d'années et qui sont d'ailleurs, quand tu regardes, les bases de nos médicaments modernes, en fait. Bah C'est oui. extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, tu vas à la pharmacie t'acheter une bande de velcro pour te resserrer les crêtes iliaques. Un truc que tu vas acheter 50 €, qui est du plastique fait à base de pétrole et j'en passe. Et on va te vendre que ça s'adapte parce qu'il y a un velcro qui va... Mais en fait, attends, depuis des millénaires, elles ont des ceintures qui sont tissées à la main en coton et en laine, qui s'adaptent aux 4 saisons, qui n'ont pas besoin d'être lavées, qui ne sentent pas un produit pétrochimique, qui ne sont pas à usage quasi unique, qui s'adaptent ensuite pour porter un bébé, porter des courses et être multifonction. Et nous, quoi, on fait croire qu'on a inventé quelque chose il y a 20 ans parce que le pétrole nous a permis de faire une bande qui va faire office de corset en prénatal et en postnatal. Je pense que tu vois où je veux en venir, non? Mais ça, c'est quelque chose à quoi je pense constamment. Comment on a, en fait, il y a l'hiérarchie de la connaissance. Mais ça fait seulement quoi, 120 ans que la naissance est tellement médicalisée et Mmh. que donc on dit les connaissances ancestrales, mais pour eux, c'est moderne, c'est la même chose, Et complètement. ça n'a jamais changé mais pour nous, en tant qu'Européens, Américains du Nord, des gens du Nord, c'est c'est une connaissance que si c'est pas, dans leurs livres, si ça ne convient pas à leur système d'évaluation, ça n'a pas de sens scientifique. Voire même de valeur, ouais. Et pourtant, quand tu regardes les textes de l'OMS, c'est assez génial, notamment sur tout ce qui est rituel d'encaderado, donc le rituel de refermeture postpartum. L'OMS écrit très spécifiquement, et je te donnerai la référence pour nos auditeurs et auditrices, que certes, on manque d'études pour connaître le bienfait de ces pratiques de cierre, donc de fermeture du bassin en postpartum, mais que ce n'est pas à défaut d'avoir des informations tangibles et mesurables qu'on ne doit pas continuer de les pratiquer. Tu vois? Donc sous-entendu quand même que le poids des années, ce qu'on pourrait appeler presque l'argument d'autorité, tu vois, du temps qui passe, Mmh. pourrait peut-être nous aider à revaloriser ça. Rien que ça, tu vois? Si ça a fait du bien à des générations et des générations de femmes d'honorer la fin de cette phase postpartum, de resserrer, cette partie de leur corps, c'est bien qu'il doit se passer quelque chose quand même, tu vois? Bah oui, Et et c'est peut-être que c'est pratiqué pas autour du mesurable. monde. C'est Ah mais pratiqué partout! autour du monde, partout, partout, partout et même le rebozo, c'est pratiqué dans plein de cultures différentes, il y a juste des mots différents pour ça. Exactement, exactement. Et c'est ça qui me fascine, c'est comment, tu vois, demain, tu me posais la question de comment je vais m'y prendre et je te disais le temps et j'ai pas encore fini d'y répondre parce qu'évidemment, il va falloir que je vive quand même aussi de ma pratique. Donc diluer le temps, dans une société qui demande à, gagner de l'argent, bah, c'est jamais évident. Je compte sur vraiment la force du collectif. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le projet que je vais lancer Soror Collective. Mon idée, c'est vraiment, tu vois, de le réfléchir ensemble, de le vivre ensemble. Je suis convaincue de ça, vraiment, tu sais, l'effet papillon, quoi, qui qui permet, d'aller vite et bien, grâce à la force du groupe. Et puis, bah, des transmissions et elles auront plein de formes différentes. Ça peut être effectivement des retraites pour le vivre vraiment dans sa chair, dans ses 5 sens avec, vraiment du temps dédié, mais ça peut être aussi des formats un peu plus éclairs, des apéritifs, tu vois, des invitations qui mélangent à la fois des artistes, des chefs culinaires, des parterras. Enfin, c'est vraiment ce que j'imagine qu'il y ait, un mélange de savoir-faire, Magnifique. savoir-être, savoir-faire. Franchement, j'y crois beaucoup, comme je te disais d'ailleurs dans une équipe, médicale, paramédicale et bien-être. Si on peut avoir idéalement tous ces paramètres réunis autour d'une femme qui accouche, bah, c'est pareil pour les transmissions. Si on peut apporter plein de visions du monde différentes, c'est vraiment l'idée du lieu que je vais ouvrir, tu vois? C'est de créer la discussion, l'échange autour de toute une programmation qui mêlera savoir-faire ancestraux et on va dire connaissances plus modernes, tu vois? Parce que j'adore aussi apporter des choses plus tangibles au sens médical, avec, et quantifiables, tu vois? Avec les neurosciences qui ont fait des progrès fulgurants ces dernières années. Je trouve ça aussi vraiment
passionnant de mélanger ça, tu vois? Quand j'explique quelque chose à une femme enceinte, c'est un tout petit peu de science, un tout petit peu de magie de l'Équateur, un peu de magie de la Tanzanie parce que il y a juste tellement de possibilités et on est tellement tout ce qui appartient aux femmes, vraiment, ça nous a été caché ou éliminé. Mmh. On a essayé de l'éliminer et donc je pense que là, en ce moment, autour du monde, il y a tellement de femmes qui se réveillent avec l'envie d'être entourées par d'autres femmes, l'envie de se reconnecter avec soi-même, l'envie d'être en cérémonie, en rituel et ça nous manque ici. On est tellement dans le système capitaliste Mmh. et que qu'on nous donne pas l'espace pour explorer cette partie de nous-mêmes et donc moi, dans ce que je fais avec Women's of the World, je vois constamment ça. Je vois les femmes autour du monde qui veulent être ensemble, qui veulent, el círculo de palabra, qui veulent échanger en Complètement. cercle, qui veulent parce que c'est comme ça, nous les femmes, c'est comme ça que nos cœurs apprennent. C'est en conversation, en histoire, en le partage oral, ce que tu disais avant. C'est comme ça que pendant des générations et des générations qu'on a partagé tout ça et ça revient donc je pense que ça va cartonner à Paris. Je pense Ouais que ça va et parler à tu vois, plein, plein, plein de monde. l'idée, ce sera vraiment, j'espère et tu es plus que bienvenue d'ailleurs à co-créer parce que c'est vraiment l'idée, tu vois, qu'il y ait pas de hiérarchie entre, des sachants, des apprenants. Enfin, on a tous tellement à donner, à apprendre. Tu vois, là, je reviens encore d'une formation dans l'eau, les pouvoirs thérapeutiques de l'eau. Mais c'est tellement passionnant. Moi, je viens plutôt du monde de la naissance, donc j'apporte des choses assez différentes sur les mouvements du bassin. Tu as d'autres qui vont venir du monde de l'apnée, d'autres qui étaient experts de la respiration des baleines, et donc plutôt de la connaissance des mammifères dans l'eau et de la mémoire de ce que c'est un des plus vieux mammifères du monde dans l'eau. Bref, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Et ça a venu nourrir ma vision de doula dans l'eau, doula aquatique et bientôt J'adore. peut-être parthera aquatique parce que ce serait vraiment un de mes projets à terme aussi. Tu vois, d'avoir un lieu, une maison de naissance où on peut librement accoucher sur terre ou dans l'eau. Enfin, ce serait juste un cadeau immense, je trouve, pour la France, qui manque d'infrastructures Parce comme que ça se celle-ci. ouais, ça se fait pas beaucoup les naissances dans l'eau en France. Quasiment pas. Si tu veux, tu as des lieux, qui vont avoir des piscines dites naissance, donc c'est ce qu'on appelle souvent les salles nature dans certains hôpitaux ou certaines maisons de naissance. Tu sais, il y en a très, très peu en France. Il y en a une, qui marche quand même très bien à Paris, qui s'appelle Le Calme. Donc elle est dotée de 2 piscines naissance, aux dernières nouvelles, auxquelles je suis restée et elle marche. Vraiment, là, pour le coup, on a des sages-femmes qui sont formées à cela, qui savent accueillir une délivrance dans l'eau, voilà. Mais la réalité des autres hôpitaux, c'est que le personnel n'est pas formé et on s'achemine plus ça va, on s'achemine à non, mais là, j'en discutais justement avec la clinique privée. On s'achemine vers des hôpitaux qui marchent avec des obstétriciens référents et des sages-femmes qui sont, en contrat, en fait. Tu sais, des sages-femmes qui sont pas, en poste fixe, en fait. Et c'est un drame parce que du coup, elles sont très peu habituées aux infrastructures. Il y a pas d'intelligence, collective, tu vois, d'équipe puisqu'en fait, tu arrives pour ta vacation de 8 heures et hop, tu repars et puis tu vas dans un autre hôpital. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'être vacataires? Je pense pas vu les conditions de travail à l'hôpital français, mais c'est une triste réalité. Du coup, en fait, on choisit la facilité, on choisit, la tour de contrôle qui permet de vérifier, 8 parturientes à la fois et ben, on va pas te proposer d'accoucher dans l'eau, hein. Ça, c'est sûr que va falloir être bien, bien motivé Mmh. pour prendre, le temps et la concentration d'une sage-femme, pour toi toute seule, quand elle a, 6-8 autres accouchements à surveiller en même temps. Voilà. Donc si tu veux, sur le papier, oui, il y a des options, mais en réalité, elles sont très, très peu proposées et n'en parlons pas de la préparation. Moi, plus je pratique dans l'eau et plus je vois l'importance de préparer le corps, l'esprit, la relaxation aquatique. C'est un outil, juste, phénoménal pour l'ocytocine. C'est extraordinaire et si tu le découvres le jour J, bah, comme tu le sais, le corps, en fait, le temps qu'il mette en place ses récepteurs, la mémoire et cetera, tu passes un peu à côté des bienfaits, que tu aurais pu décupler pendant une préparation. Voilà. Voilà, mais c'est juste pour te faire une aparté, tu vois? Je vais être très vigilante à ça, à surtout pas retomber dans l'écueil, nord-sud ou, sachant-apprenant, heu, qui va jusqu'à des travers terribles que j'appelle la récupération culturelle des Mmh. savoir-faire ancestraux. Je pense qu'on a énormément à réapprendre, nous aussi en Europe et d'ailleurs je lance un appel à tous les consoeurs, confrères qui nous écouteraient et qui eux-mêmes investiguent, j'en suis sûre, sur, tu vois, des potages traditionnels du postpartum, sur des rituels traditionnels du postpartum européen.
je suis sûre qu'il y aurait tellement à apprendre. Franchement, il y en a pas beaucoup des doulas et des parteras qui font ça, des sages-femmes. Mais pourtant, en fait, c'est juste que nous, on a une amnésie qui est encore plus forte qu'en Amérique latine. On a plus de générations, Voilà. qui ont oublié, mais on a plus d'écrits. Profitons-en. Moi, c'est une tâche que je me donne à moi-même. Quand je vais rentrer, je vais aller faire mon petit rat de bibliothèque, je vais aller rechercher des choses à la BNF, je vais aller investiguer, avec, d'autres, sages-femmes, tu vois, qui ont fait ce travail-là. Parce qu'en fait, il faut pas non plus qu'on oublie que nous-mêmes, on a aussi toute Non, notre c'est culture. Tu vois, quand tu parlais des 120 ans de médicalisation, enfin, c'est pas si vieux, les gens de notre entourage qui accouchaient encore à domicile, alors avec malheureusement d'autres drames, hein, aussi. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de situations qui sont très bien passées. Comment ça se passait? Comment se passait la diète postpartum en Europe? Je pense que c'est des sujets passionnants à investiguer, quoi. on voyage autour du monde et j'ai l'impression parfois que les participantes qui voyagent avec moi, elles ont l'impression que cette connaissance, c'est seulement en Amérique latine. Genre, c'est seulement les sages-femmes en Équateur, en Colombie qui ont cette connaissance. Et c'est par exemple, je leur dis: «Oui, bah, il y a des graines, elles vont te donner des graines que tu peux planter et faire pousser chez toi, des graines de De sagesse. savoir-faire ou de connaissances. Ouais, ouais. Mais aussi, il faut trouver les graines de chez toi parce que ça sert à rien de» Mmh. par exemple, si une sage-femme en Équateur en train de brûler du Palo Santo, il y a pas le Palo Bah, oui, Santo, il y a pas la plante ici en France. Donc c'est quoi exactement, la c'est ce que je plante dis tout le temps. de cette terre que tu peux trouver et dont tu peux t'inspirer? Et c'est ça que parce qu'une conversation, je suis sûre que toi tu y penses énormément aussi, like cultural appropriation, l'appropriation culturelle. Exactement, la réappropriation culturelle, ce que je te disais, ouais, ouais. Ah Voilà. bah oui, j'y pense énormément. Et pour ça, c'est exactement ce que tu dis. Il faut qu'on fasse nos propres recherches dans Mmh. notre Territoire. propre savoir-faire, notre propre territoire, savoir c'était quoi les recettes. Par exemple, là, toi, tu connais les sages-femmes équatoriennes, Martha et Mmh. Lucmila de Parthenia Dianaco. Elles Qui ont viennent depuis édité un livre. Et ouais, tu sais ouais, que c'est suite à la discussion qu'on a eue ensemble, en fait. Parce qu'en fait, c'est je suis venue incroyable. passer une semaine chez elle en janvier. Je lui ai montré mon livre de recettes postpartum françaises. Martha a eu une étincelle. Donc, effectivement, si vous voulez regarder son travail, Parteradi Anaku. On a passé une semaine en famille absolument géniale. Et suite à ça, elle m'a dit, non, mais Camille, tu m'as fait faire un déclic. Je vais aller interviewer la communauté. On va aller investiguer qu'est-ce qu'on a, nous, dans nos aliments traditionnels. Et le projet est parti dans la foulée. Et donc elle m'a Et offert là, une édition dédicacée en juillet quand on s'est retrouvés à la j'adore. première convention des parteras traditionnels à Cali en Colombie. C'était hyper émouvant parce que, en plus elle a fait ça en 6 mois, quoi. Ouais, elle a fait ça en 6 mois, mais quand on en parlait, genre, elle était au sommet là à Berlin et elle avait amené le livre et l'idée c'est que oui, c'est des recettes incroyables, mais c'est pas nécessairement la recette qui va être pour les femmes dans ton milieu, quoi, pour les femmes françaises parce que est-ce que Complètement. ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup de faire, voyager ces graines aussi loin, de payer pour ça, le Mmh, pétrole qui va dedans, pour que tu donnes une recette ancestrale de l'Amérique latine, de l'Équateur, de Cotacachi, de Imbabura à une femme en France. C'est pas la même chose complètement. mais la question c'est: «OK, c'était quoi les recettes de ma grand-mère? C'était quoi les recettes de mon arrière-grand-mère?» Et moi, je pense que c'est une connaissance qui est tellement important de se souvenir qu'il y a beaucoup de réalités qui se passent en même temps. Il y a beaucoup de Mmh, réalités, il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de choses. Si ça te convient à toi, génial et si ça convient pas à quelqu'un d'autre, génial! Ça n'a pas besoin ça n'a pas besoin d'être la même chose pour chaque personne. On ne doit pas copier-coller et ça, mmh. c'est important dans tout dans la vie, dans ce qu'on fait là. Complètement. Mais tu vois, d'où le fait, nous, c'est pour ça aussi qu'on a fait ces voyages initiatiques et qu'on va continuer, c'est que ça te permet de nourrir une autre vision du monde. On disait toujours, nous, avec mon compagnon, on veut que nos filles aient une vision du monde qui soit décentrée de notre vision très européano-centrée, qui en plus à Paris, c'est un archétype, enfin tu sais, c'est un pays qui est très centralisé, la France. Et on avait Bah vraiment oui. envie que nos filles développent une autre vision du monde. Mais c'est génial et en ça, c'est tellement réussi pour nous. C'est-à-dire que vraiment, et j'en suis très émue quand j'en parle parce que parfois j'ai peur aussi un peu du retour pour ça. Quand je vois comment, en France, et je me garde de faire des généralités, mais quand même, tu vois, je vois quand même beaucoup de copines qui se crament par le boulot, qui se crament par le «je veux être partout, tout le temps, à la fois». On en revient à la notion du temps, tu vois? Ouais, je pense que c'est venu d'un modèle
peut-être effectivement inverse, un peu trop marqué de on va réussir à tout faire les meufs. En fait, on a des pouvoirs infinis, on va être sur tous les fronts, on va monter une boîte, mais en même temps avoir, je sais pas, suffisamment d'argent pour voyager, faire tel projet, contenter, je sais pas quoi, comme ego, et puis être une super compagne, une super mère, une super fille, une super amie. Bref, donc ouais, mais tu vois, ça rejoint ce que je te disais au tout début, redonner le temps au temps aussi, accepter que dans tous ces parcours-là, et c'est pour ça que je te parle vraiment de voyage initiatique, ça prend du temps. Et d'ailleurs, je voudrais peut-être te faire part d'anecdotes personnelles là-dessus. Tu vois, moi, comme je voyage énormément, là, je sens au bout de 18 mois que j'ai besoin un peu d'atterrir, de plasmer. J'ai vécu tellement d'expériences, tellement d'enseignements, des choses qui sont en plus très difficilement explicables. Tu vois? Donc, j'ai pas pu forcément les extérioriser comme tu pourrais le faire, d'un voyage classique. Je pense que tu le vis aussi avec, les voyages que tu proposes avec Bottom of the World. Le groupe aide énormément à extérioriser ce que tu es en train de vivre en C'est temps sûr, réel. c'est sûr. Or, moi, j'ai quand même fait souvent ça dans une démarche personnelle. Donc, en plus avec la barrière de la langue, de la culture, j'ai pas pu forcément, tu vois, ouais, le plasmer, comme c'est le mot qui me vient, ça vient de l'espagnol plasmar, qui est vraiment dire de le faire descendre dans le corps, tu vois, et dans la tête. Et là, je sens qu'une pause est bienvenue aussi, parce que c'est très intense, tu vois? Ça te Ouais. remue sur plein d'aspects. Et donc c'est un petit disclaimer que je voudrais donner aussi aux personnes qui nous écoutent. Attention aussi, dans cette quête de l'autre, de d'autres cultures, d'autres sagesses, je pense que c'est important de le faire très bien entouré. Très, très bien entouré. Et ça, je pense qu'on n'en mesure pas, tant qu'on n'a pas fait des expériences. Je le vois parce que j'ai énormément de doulas, hein, qui m'écrivent toutes les semaines pour me demander des bons plans dans des communautés, du sud au nord, du Chili jusque Guatemala, Mexico, et je leur donne avec plaisir. Mais je pense que j'insiste pas assez sur le fait qu'il faut le faire déjà en bonne condition mentale. Déjà de comment on est nous, de ce qu'on vient chercher, ce qu'on peut apporter, parce que c'est vraiment un échange. Et je pense que si on tombe dans l'écueil, tu vois, de monétiser absolument un séjour, à chaque fois comme on y va, tu sais, un peu comme une vision capitaliste de, je vais aller faire ma formation, chez Ludmilla et Martha, et puis je vais payer tant, et puis après je pourrais dire qu'au bout de 2 semaines, un mois, je suis partera, tu vois? Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Quand tu vois l'humilité qu'elles ont et que ça fait 50 ans qu'elles exercent et qu'elles te disent qu'elles sont toujours des apprenties, voilà, tout ça pour dire que attention, parce que moi j'ai aussi vu pas mal de femmes, se perdre, décompenser aussi, parce que du coup la vision du monde était tellement différente qu'elles étaient pas forcément prêtes à le recevoir. J'ai aussi vu des écueils de cercles de parole, voire d'expériences, spirituelles, initiatiques très fortes, avec derrière des gens qui sont pas formés comme thérapeutes et qui savent pas accompagner ça. Voilà, et ça m'est encore arrivé la semaine dernière avec, tu vois, quelqu'un qui est rentré en catharsis, voilà, avec, 2 heures de cris dans un temazcal, à tu vois, pas réussir à redescendre. Tu vois ce que c'est, hein, le temazcal, les tentes de Oui, oui. sudation, du Mexique, qui sont vécues souvent tu vois, c'est des rituels de passage très souvent. C'est bien accompagné par une, prêtresse de cérémonie, en fait, une matrona qui s'occupe, de la cérémonie. Mais parfois, voilà, tu as une énergie de groupe, si tu veux, qui fait que si tu as pas forcément, ben, tu vois, la personne qui va pouvoir l'entourer, l'aider à atterrir, ou à vivre son chemin seule si elle en a envie aussi, mais ça peut être pire qu'avant, voilà. Donc je dis attention dans cette quête-là, d'où l'importance de le faire avec des gens, qui ont quand même une sacrée expérience de tout ça, que ce soit Worm of the World, que ce soit Bah, peut-être c'est d'autres retraites. Voilà, je pense que c'est hyper important de le redire aujourd'hui. Bah, c'est ça l'histoire d'origine pour Women's of the World. C'est parce que je suis allée en Tanzanie la première fois quand j'étais, un bébé doulage, comme j'étais tout nouveau dans le métier et je suis allée en Tanzanie pendant 10 jours. Je travaillais à un hôpital là-bas, j'aidais les mamans à accompagner, j'accompagnais les mamans pendant leur accouchement et ça m'a tellement traumatisée. Ça m'avait tellement traumatisée. Bah, voilà. J'étais pas du tout prête pour ça. J'avais personne à qui poser des questions. Il y avait personne dans mon entourage, même aux États-Unis, qui pouvait en parler avec moi, tout ça. Et il y avait des femmes qui m'écrivaient sur Instagram qui me disaient: «Ah mais c'est trop cool, comment tu as fait ça? Moi j'ai envie de faire ça aussi» et j'ai vu immédiatement que: «Ah, ah, c'est peut-être un c'est peut-être un projet que je pourrais faire. Je pourrais retourner là-bas, inviter d'autres femmes avec moi et voir comment ça se passe» et donc la première fois, c'était genre une retraite. On avait appelé Mmh. ça la première fois
Et moi, mon objectif pendant le retreat, c'était de m'occuper des femmes. Genre ça, c'était mon seul Mmh. travail. C'était genre, je vais être leur doula. Puis parce que si, par exemple, parce qu'il y a des bébés qui meurent tout le temps là-bas, si elles ont besoin d'en parler, évidemment, parce que je veux pas qu'elles, elles rentrent traumatisées, moi, ça va être mon métier. Et donc maintenant, ça fait des années que je fais ça et je suis assez douée en ça et je forme les autres femmes à accompagner mes participantes. Donc c'est des doulas, c'est ce qu'on dit. Genre on Mmh. est là en tant que beau doula. Mais même après, on a appris pendant des années là, mais qu'après les voyages, on se retrouve sur Zoom, on se retrouve sur WhatsApp, on garde notre Mmh. communauté parce qu'on a tellement besoin de ça. Et j'adore, moi, quand je me réveille le matin, parce que le décalage horaire de la plupart de nos participantes, je me réveille le matin avec une cinquantaine de messages parce qu'il y en a une qui a un accouchement, elle a une question pour le groupe, elle pose au groupe, il y a 8 autres femmes qui lui répondent. Et c'est juste, c'est ça la magie d'être en communauté de doula, de sage-femme. Mmh. Et de C'est pouvoir hyper vraiment important. intégrer parce que même, en Équateur, on fait un témascal en tant que groupe Mmh. et Mmh. pour des femmes, c'est quelque chose de tellement transformatif pour elles. C'est tellement il y a des femmes qui adorent ça, elles sont faciles dedans, elles chantent, elles ont chaud, elles kiffent et puis il y en a d'autres où c'est quelque chose de tellement difficile, de tellement spirituel et elles m'en parlent des années après que c'était une expérience qu'elle avait tellement changé et oui, mais c'est ça change la vie des gens et si t'as pas quelqu'un après pour te soutenir, pour en parler avec, tu rentres et il y a personne dans ta vie qui va pouvoir en discuter avec toi, qui va te Complètement, comprendre et je dois préparer mes participantes pour ça avant qu'elles rentrent. C'est genre tu as vécu quelque chose que seulement les autres femmes de ce groupe vont comprendre. Et donc, complètement. oui, bien sûr, tu peux en parler avec tes amis, tu peux en parler avec ta famille, avec ton conjoint, tout ça, mais ne sois pas déçu s'ils vont pas te poser les bonnes questions, ou s'ils vont pas comprendre, s'ils vont pas apprécier l'histoire. Parce que expliquer le temazcal ou la cérémonie de la ortiga à quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est, ça va pas Complètement. être compris. Tu vois, donc l'importance, on se rejoint là-dessus, tu vois, de faire de la prévention aussi, tu vois, sur les consoeurs qui seraient à la recherche de tout ça. C'est un chemin magnifique, mais qui demande comme toujours de la préparation. Un peu à Toujours l'image de la préparation qu'on offre aux couples qu'on accompagne. dans le système de santé française. Mmh. Est-ce que tu vois un parcours pour ça? Oui, complètement. Je pense qu'il faut Génial, raconte. continuer d'être ouais, bah, écoute, pour qu'on soit demain reconnu par le système français, dit, tu vois, de médecine, je pense qu'il faut en fait qu'on soit déjà ultra professionnel à l'échelle micro, vraiment. C'est-à-dire que on exécute chacun et chacune les missions qui sont les nôtres avec le plus grand professionnalisme, qu'on soit irréprochable en fait, même si on est humaine, mais que voilà, qu'on soit vraiment hyper carré là-dessus. Parce que c'est ce qu'on attend des autres. Donc tu vois, faut aussi qu'on se l'applique à nous-mêmes déjà, qu'on soit ultra soudés. Ça, j'y crois énormément, au réseau, tout ce qui émerge en ce moment. Il y a beaucoup de réseaux qui émergent en Île-de-France, dans le sud, sud-ouest. Il y a aussi, tout un tissu qui est en train de se densifier. Il y a le réseau européen des doulas. Voilà, je pense qu'il faut après, si tu veux, qu'on le regarde à différents cercles, comme je te disais, irréprochable à l'échelle micro, à fond dans notre métier, à fond dans notre passion, et qu'à l'échelle plus macro, on arrive à s'organiser pour faire entendre notre voix. Et moi, je pense que je peux assez facilement faire partie des profils, qui n'ont pas peur de se montrer, qui n'ont pas peur de communiquer, tu l'as compris, et il faut aller faire porter notre voix. Moi, j'ai aucun problème à faire ça, tu vois? Pour aller dialoguer avec d'autres instances, des mots qu'on apparenterait au lobbying, mais en fait, pourquoi pas? Enfin, Ouais, à un moment, c'est aussi exactement. comme ça, que les mutuelles vont comprendre, que oui, c'est un sujet de santé publique et donc on a intérêt à le rembourser au même titre qu'on rembourse aujourd'hui d'autres médecines dites douces. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore considéré comme une médecine douce, ni même paramédicale. En France, on est considéré comme des pairs de confiance. Je sais pas si tu connais ce, ce mot. C'est presque au même titre que quelqu'un qui va t'accompagner dans des soins palliatifs. Voilà, ça va être un pair de confiance. Et ben, une doula, aujourd'hui en France, c'est à peu près la casquette qui nous est réservée. Jusqu'où on peut aller, tu vois, jusqu'à un remboursement de soins, bah, il faut aller, faire entendre notre voix. Il va falloir aller prêcher des députés, il va falloir, aller dans le monde privé, prêcher des mutuelles et des organismes, tu vois, de caisses de compensation et on va faire notre chemin. Enfin, moi, je suis convaincue de ça. Mais il faut pas oublier les 2 échelles, tu vois? Il faut ni tomber dans l'extrême où on passe notre vie, à aller, prêcher la bonne parole et oublier le terrain. Je pense que ça, c'est un écueil fort. Et à l'inverse, si on est que le nez dans le guidon en micro, micro, micro et qu'on oublie un peu la vision globale de faire réseau, de réfléchir ensemble,
bah, on se perd aussi un peu et chacun a un peu tendance à faire sa chapelle et on arrive dans une compétition un peu malsaine où encore une fois, il y a les égos qui parlent plus que la passion de notre métier, tu vois? Voilà, donc un Mmh. bon équilibre, je dirais, Ouais. entre un gros travail micro de terrain et un beau travail macro de communication, en réseau. Voilà. Moi, c'est ce que j'imagine demain et ce que je m'attelle à faire tous les jours d'ailleurs entre, mon boulot de doula au quotidien, le boulot que je fais sur les réseaux, ma newsletter et demain l'ouverture du centre Soror à Paris. C'est vraiment pour ça, tu vois? Et ma dernière Merci question Charlotte. pour toi, c'est une assez grande question, donc prends ton temps avec. Mais c'est quoi, si tu pouvais, souhaiter quelque chose pour tous les couples qui vont tomber enceintes, tu souhaites quoi pour eux? Eh ben, je crois que je vais te reboucler la boucle. Je leur souhaite du temps. Je leur souhaite du temps, de connexion déjà l'un à l'autre, en couple. Parce que je pense qu'un gros écueil de la maternité, c'est de s'oublier, en tant qu'amoureux, de s'oublier, en tant que corps, qui a vécu aussi toute une histoire avant. Je leur souhaite du temps pour intégrer le chemin qu'ils sont en train de faire, pour se former, pour se documenter, pour aller à la rencontre de ce nouvel être qui est en train de tout doucement mais sûrement, télécharger son âme, comme on dit, dans le ventre de la maman et dans le corps des 2, tu vois? Je pense que, ouais, c'est aussi ça qui est magnifique d'avoir la chance de vivre des grossesses avec un consentement aujourd'hui, tu vois? Éclairé. Enfin, c'est c'est vraiment fou, quoi, qu'on ait aujourd'hui ce droit de pouvoir, planifier, et pour lequel on a lutté évidemment et merci à toutes nos sœurs et et nos mères et nos grands-mères qui ont lutté pour ça. Mais quelle chance du coup de le faire dans des moments qui sont ceux qu'on a imaginés, des conditions matérielles qui sont celles qui ont je pense qu'en Occident, on se rend pas compte comme on a la chance de ça, en fait. Donc, une fois que ces paramètres sont réunis, mais quelle chance de se donner le temps. Et je le vois avec tous les couples que j'accompagne qui me remercient quand je leur dis: «Venez avec plaisir pour cette session, mais je vous en supplie, ne repartez pas la tête dans le guidon dans une réunion dans les 5 minutes qui suivent. Prenez l'opportunité de ce moment pour aller bouffer ensemble au resto, pour aller débriefer lors d'une petite balade ensemble, aller marcher, tu vois, pour atterrir ce qu'on vient de se dire parce que c'est fort, quoi. Moi, je fais des rendez-vous d'1 heure et demie, il se dit plein de choses et en fait, mais j'ai des remerciements derrière, mais enfin, tu vois, en mode: «Mais merci, ça nous a permis vraiment de cheminer ensemble, de pas se distancier» parce que parfois, tu l'as sûrement vu dans tes accompagnements, les hommes, se sentent aussi très, très loin de cette préparation. À bon escient ou mal escient, enfin, parfois ça les arrange, hein, je veux dire. Mais je trouve que c'est ça que je leur souhaiterais vraiment. C'est de se dire, «On chemine ensemble, on prend le temps de ça pour agir en liberté, quoi». Quelle chance! Quelle chance on a d'être dans des pays en paix et en liberté pour pouvoir, mener des enfants au monde, quand et comment on le souhaite, quoi. Waouh, quelle chance! Quand tu traverses le monde, tu en prends conscience tous les jours, en fait. Oui, c'est sûr. Magnifique, magnifique Camille. Comment est-ce Bah, que nos merci. auditeurs et auditrices peuvent te retrouver? Eh bien, moi, je suis toujours disponible, sur WhatsApp déjà. J'avoue que sur ça, je suis toujours prête à à engager la conversation parce que je crois beaucoup en la voix, l'humain et mon numéro, il se retrouve sur mes réseaux sociaux qui sont, Mama Cam principalement. Mama Cam comme Camille, mon prénom, tout attaché. Et j'ai aussi une newsletter qui s'appelle La lettre de Mama Cam, sur laquelle j'écris régulièrement et qui me permet de développer ma pensée, comme on l'a fait un peu aujourd'hui, et de nourrir le dialogue d'une autre façon. Je trouve ça chouette. Et enfin, j'ouvre un lieu avec, la reprise de mes activités à Paris. J'ouvre un lieu qui va s'appeler Soror et qui va, dérouler toute une programmation de mois en mois, en plus de mes accompagnements, des soins, des massages, des rituels que je propose déjà. Et donc vous êtes tous et toutes les bienvenus pour co-créer, vibrer avec nous, et puis, inventer plein de choses parce que la révolution elle est en marche, elle s'écrit, grâce à nous en fait, hein. Camille, tu incroyable. Merci énormément pour être avec moi ici, pour partager tout ça. J'ai hâte de Merci te à toi rencontrer en Charlotte. personne bientôt. Ouais, complètement. Avec grand plaisir, moi aussi. Et ben, on Gros se bisous à retrouve toi. bientôt à Paris 2026. Oui, c'est Ciao, sûr. à bientôt Charlotte. Merci d'avoir écouté à notre épisode aujourd'hui avec Mama Cam. Donc, vous pouvez retrouver Camille sur tous les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver Wounds of the World en ligne à Wounds of the World et sur Instagram, où vous pouvez nous contacter directement. Je vous embrasse. Merci d'être là avec nous et pour changer le monde, une naissance à la fois. Gros bisous.